Bonjour tout le monde. Alors j'attends que tout le monde se connecte comme d'habitude. Bonjour, bonjour. Ça y est, je vois que les filles commencent à se connecter. Incroyable, tout a fonctionné. Bonjour les filles. Alors je suis ravie de vous accueillir dans cette salle des profs. Ravie. Voilà, je pense que vous nous voyez, tout le monde nous voit. Ouais, ça va. Ça fonctionne, tout fonctionne. Trop bien. Alors, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau concept de salle des profs, puisque Marie et Valérie ne se connaissent pas et c'est la première fois que vous vous voyez aujourd'hui. Oui. On a juste papoté un petit peu par un message avant. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode numéro 11 et merci d'avoir accepté cette invitation un peu folle aujourd'hui. Merci à toi. Je vous ai invité parce que toutes les deux, vous avez pas mal de points communs. Et finalement, on va faire aujourd'hui un épisode qui me tient bien à cœur. On va parler de l'enseignement à des primo-arrivants. Donc, je vais commencer par vous laisser vous présenter un petit peu les filles parce que, évidemment, les gens ne vous connaissent pas forcément. Je ne sais pas laquelle des deux a envie de se lancer d'abord. Moi, je vais commencer. Ah bah vas-y, Donc ouais, c'est Marie. Donc moi je suis formatrice français langue étrangère en CFA. Je suis référente en fait du public allophone, chargée d'un parcours spécifique, en fait un parcours allongé en CAP. Le CAP étant en 2 ans normalement. Donc nous, on a un parcours allongé pour le public allophone en difficulté avec le français. C'est-à-dire que voilà, s'il n'a pas les prérequis pour entrer sur le CAP en 2 ans, on allonge la formation euh, avec une alternance différente. Pas de cours techniques, que du français, une remise à niveau en fait. Et puis sinon, j'enseigne le français et l'histoire géo au CFA, en CAP et BP. Voilà. Ok, super. Ouais, Valérie. Alors, moi, en fait, c'est mon deuxième métier, prof de FLE. Avant, j'étais assistante sociale scolaire. Wow. Donc, je suis en reclassement professionnel et en fait, depuis 2020, je travaille auprès du public allophone, collège et lycée. Donc, je suis intervenue en UPE2A, les unités pour les élèves arrivants, mais pas que. Voilà. Ouais. Vous avez deux parcours toutes les deux très différents, mais finalement avec plein de points communs, parce que vous faites un super travail. Justement, quand on avait échangé finalement toutes les trois et de façon séparée, vous m'aviez parlé de ce qui était difficile pour vous dans votre métier. Alors, si vous, est-ce que vous pouvez partager un petit peu avec nous vos difficultés? Qu'est-ce qui est difficile dans votre quotidien de prof, un peu tout terrain? Faites un peu super-héroïne avec plein de choses à la fois. Vous enseignez plein de choses. Valérie, vas-y, je te laisse la parole. Alors, moi, ce que je trouve difficile, j'aime bien l'impro, mais à ce degré-là, c'est parfois un petit peu compliqué. Là, par exemple, ce matin, j'avais 2 heures. Une première élève est arrivée en disant « Ah, Madame Valérie, je peux pas parce que je dois faire quelque chose avec une copine, donc je peux pas. » La deuxième est arrivée en disant « Ah, ben je peux pas parce que j'ai une évaluation. » La troisième est finalement venue, mais la deuxième heure, elle pouvait pas. Donc c'est vraiment ça, c'est que on est toujours dans l'improvisation. Enfin, on est souvent dans l'improvisation. Il faut toujours un plan B. Ouais. Tu sais jamais ce que tu vas faire en fait finalement. Non. On prépare quelque chose et finalement, bah, c'est pas du tout ça qui se passe.
Alors c'est souvent la difficulté quand on est en établissement scolaire parce qu'on est un peu à part. Donc c'est pas reconnu comme une matière. Ouais. Donc on n'est pas prioritaire. Et s'il y a d'autres choses, alors ça peut être un voyage, une sortie au cinéma, enfin peu importe. En tout cas, voilà. Donc c'est difficile de s'organiser, c'est difficile de planifier. Je suis pas fan de l'organisation, mais il y a des moments où effectivement ça pèse, sans compter que moi j'ai pas de salle. Donc j'ai pas de matériel, je ramène mon ordinateur, mes outils, mes bouquins, je fais mes photocopies couleurs à la maison. Ah oui. Voilà. Ouais, tu fais ta propre cuisine en fait avec C'est ça. aucun moyen quoi. Non, non. Même l'année dernière, où pourtant j'étais en UPE2A, j'ai fait un appel aux dons pour avoir des cahiers, des crayons, voilà. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. L'improvisation. Ouais. Finalement, c'est la composante de ton travail, quoi. Je sais Ouais. pas. C'est des groupes qui changent toutes les heures. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui vont rester 3 heures, des élèves qui vont venir 1 heure, partir, d'autres vont arriver, puis ils vont repartir, puis ceux qui étaient partis vont revenir. Donc pour essayer de les faire avancer au même rythme, il faut trouver 1000 astuces parce qu'à un moment, il faut que tout le monde arrive au même endroit au même moment. Ouais. Sinon, on peut pas étaler comme ça les séquences sur l'année. Marie, t'as une expérience similaire? Alors oui, mais pas actuellement, mais oui, quand j'étais stagiaire et bénévole à France Terre d'Asile, oui, j'ai eu ça en fait. Alors moi j'avais plutôt un public adulte avec le problème du travail, des rendez-vous avec l'assistante sociale, rendez-vous à la préfecture, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que des fois on n'avait jamais les mêmes personnes, ils n'étaient pas tout le temps là. Donc c'était très très difficile pour avancer et c'était encore pire dans le niveau débutant en fait, un peu alpha et que ma camarade avait quand j'étais en stage. C'était un calvaire pour elle, mais moi trop cette difficulté actuellement en fait parce que c'est cadré à cause du contrat d'apprentissage. Vu qu'ils sont en contrat d'apprentissage, c'est assez cadré, mais la difficulté qu'il y a, alors moi je suis arrivée au CFA en fin 2020. Alors il y a eu les confinements, j'avais été comment dire, on m'avait proposé le poste en début 2020. Après il y a eu les confinements, etc. Donc j'ai été recrutée en fait fin 2020 sur un poste d'accompagnatrice FLE en vue de créer ce parcours adapté. Qui date de 2021. On l'a ouvert en 2021, ça fait 3 ans. Et la difficulté du fait de la question de la reconnaissance de la discipline, oui, je connais. En fait, on est assimilé à juste des simples profs de français. En fait, et ce qui est absolument pas le cas. Et à chaque fois, on me dit, mais je suis prof de langue. Je suis l'équivalent d'un prof d'anglais, en fait. Donc, arrêtez de me sortir avec une prof de français. Non, c'est pas le cas. Puisqu'on ne sait pas du tout de la même manière. Et d'ailleurs, mes cours de français et histoire géo sont calqués sur du FLE, en fait. Donc, non, la difficulté que j'ai, ça peut venir en fait des collègues, parce que donc, moi je travaille dans le bâtiment et ça peut être la non-acceptation en fait des difficultés des jeunes en langue. Étrangement, ils acceptent plus facilement les difficultés quand ça vient d'un jeune qui est dyslexique, dyspraxique. Intéressant ce que tu dis. C'est intéressant parce que en fait, ils acceptent plus. C'est reconnu par un médecin. Il est une RQTH. Donc oui, on peut comprendre les difficultés. Mais un allophone, bah oui, mais il a qu'à parler français. C'est difficile. Voilà. Je rebondis. Oui. Valérie. Je rebondis parce que
j'ai le même souci. Par exemple, les élèves allophones qui vont passer le bac n'ont pas de temps supplémentaire. Alors Mais qu'ils en auraient besoin, effectivement. Voilà. Comme Et tu- ils n'ont pas le droit à leur téléphone portable pour la traduction. Ils doivent utiliser un dictionnaire papier. Ouais. Moi, ça m'a toujours interrogée. Et effectivement, je te rejoins, Marie, j'ai la même vision de ces. Enfin, ils sont vus de la même façon aussi à l'éducation nationale où on ne leur pardonne pas l'erreur. non, j'ai eu le cas. Alors, nous, on bénéficie aussi des adaptations d'examen. Alors, on a l'éducation nationale a un référentiel pour le CAP qui n'existe pas en BP parce que c'est plutôt spécifique aux primo-arrivants de moins de 3 ans en fait, qui sont scolarisés depuis moins de 3 ans. Et j'ai eu le cas d'un jeune qui était déjà en fait au CFA quand j'ai été embauchée, qui n'était pas du tout alphabétisé. En fait, je m'en suis rendu compte en le faisant lire et je me suis dit c'est pas lire en fait, il sait pas lire, il sait pas écrire, très peu en fait. Et on lui a fait redoubler sa deuxième année de CAP à cause de son niveau de français. Et moi j'ai demandé à ce qu'il ait un tiers-temps et un script, en fait un lecteur script, enfin un lecteur en tout cas, au minimum un lecteur pour la reformulation des consignes à l'examen, ce qui est spécifique au TH, aux travailleurs handicapés. Ouais. Et le rectorat a refusé. Mais le jeune avait une bénévole à son association qui était orthophoniste. Donc j'ai demandé en fait au responsable de l'asso qu'elle lui fasse un bilan orthophonique pour prouver en fait la difficulté de niveau, ce qui lui a permis en fait il y avait un document médical en fait, donc et le rectorat demande en fait le document médical et ce qui lui a permis d'avoir le tiers-temps. Mais alors je sais pas comment ça se passe dans les UP2A etc, mais en fait dans les CFA on a comme directive par l'éducation nationale d'adapter nos épreuves, comme c'est des CCF, d'adapter nos épreuves au mieux aux difficultés du jeune. Ce qui fait que j'ai demandé une dérogation pour que je puisse reformuler les consignes. Donc j'étais présente en fait au CFA dans une salle adaptée, enfin à part, et j'ai lu et reformulé les consignes parce qu'il n'arrivait pas à lire en fait, qu'il n'aurait pas eu son CAP. Donc le jeune a eu son CAP grâce à ça, parce que j'étais présente à chacune des épreuves. Voilà, mais c'est vraiment c'est du système D, on est obligé de bidouiller en fait pour faire reconnaître en fait les difficultés des jeunes. Et alors aujourd'hui, je suis un peu plus acceptée par mes collègues qui viennent me chercher, alors, principalement les enseignants généraux, donc maths, sciences, etc., qui viennent me chercher quand ils voient que le jeune est en difficulté. Mais les pros, généralement, c'est oui, bon, il traduit pas assez, il comprend rien ce qu'on lui demande, il sait pas calculer. Bah oui, mais il faut reformuler les consignes. Je me rappelle, il y a quelques semaines, je suis descendue voir un formateur pro en lui disant attention, tu dois réduire le nombre de dossiers ressources, de documents dans le dossier ressources du cours de l'épreuve de technologie. Tu dois simplifier les consignes et il a le droit de te répondre à l'oral, en fait, sur certaines questions, en fait. Et il a le droit de poser des questions plus souvent pendant l'épreuve. Le prof m'a regardé, genre, non, mais on va lui donner, en fait, c'est comme lui donner l'examen. Non, en fait, c'est un droit qu'il a. Et c'est prévu dans le référentiel. Donc, tu dois, en fait, suivre ça. Mais on a du mal à faire respecter ça, ne serait-ce que le dictionnaire. Il a fallu que j'envoie plusieurs mails pour dire, attention, tel apprenti a le droit d'utiliser un dictionnaire. Mais le problème du dictionnaire, c'est que la majorité de ces gens-là ont été très peu scolarisés quand ils étaient au pays. Moi, j'en ai beaucoup qui ont été scolarisés dans des écoles coraniques. Donc, le dictionnaire, ils ne savent pas l'utiliser, hein, clairement. Il y en a, à l'école, ils n'avaient pas de livre quand ils étaient scolarisés. Voilà. Et donc, en fait,
le dictionnaire, c'est C'est-à-dire que la solution ne sert à rien parce qu'elles ne respectent pas leurs compétences. C'est ça. Et ils perdent du temps et déjà, ils en ont pas. Et en plus, nous, j'ai fait demander au CFA à ce qu'ils achètent des dictionnaires parce que pour les jeunes, c'est difficile de trouver un dictionnaire qui leur correspond. Voilà, donc on a acheté des dictionnaires au CFA, mais je me suis rendu compte, j'ai pris un dictionnaire de persan parce que j'ai beaucoup d'Afghans, mais on n'a pas de dictionnaire de Dari. Donc on va vers le farsi en fait, qui est plus proche. Je me suis rendu compte que le dictionnaire était en lettres latines. Sauf que c'est pas des lettres. Alors, c'est quoi le dico? Sauf qu'on les a achetés en ligne, vous ne pouvez pas les voir. Voilà. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il ne sait l'utiliser, il ne sait pas transcrire sa langue en lettres latines. Bien sûr. Ça, des étudiants d'université voilà, qui vont utiliser ça. Il y a des jeunes où la langue n'est pas transcrite dans le dictionnaire. Il y a un apprenti afghan qui est en fait d'ethnie ouzbek. Et en fait, les Ouzbeks d'Afghanistan ont une langue ouzbek un petit peu différente de l'ouzbek de l'Ouzbékistan. Et ce qui fait qu'en fait, le dictionnaire d'ouzbek, c'est pas forcément adapté aux Afghans ouzbeks. Donc, c'est un calvaire, en fait. L'usage des dictionnaires, c'est un non-sens total. Voilà. Après, on n'a pas le choix, en fait. Et c'est très difficile parce qu'on veut les aider et on peut pas, en fait. On peut pas les aider de la bonne manière parce que les outils qu'ils ont à disposition ne leur correspondent pas. Les formateurs, nous, on est en CCF, en P2A, je sais pas comment ça se passe, mais on est en CCF la majeure partie du temps. Les formateurs n'adaptent pas leurs examens. Donc, voilà, j'ai un collègue, même en cours, hein, ces évals, elles font 25 minutes, il y a 35 questions à lire en PSE. Oui, ce qui est impossible. Ouais. En fait, même pour un petit français de CAP, il est en galère. La plupart du temps, il a des notes exécrables. Un allophone, le temps qu'il lise la question, prenne la question. Parce que même concrètement, dans votre vie quotidienne, pour arriver à trouver des ressources adaptées, j'imagine que ça doit être un travail abominable d'arriver à préparer vos cours parce que vous n'êtes pas seulement dans de la compétence en français finalement. Non. Non, et en plus, c'est-à-dire moi je suis sur des groupes où j'ai pas de niveau, c'est tout niveau confondu. Et j'ai des jeunes qui ont entre 12 et 16 ans. Oui, parce que même en termes d'âge, c'est pas pareil. Scolarisé avant, voilà, donc en fait, il faut. Ouais. Vous êtes les reines de la pédagogie différenciée, en fait. Vous êtes. Non. En tout cas, adaptation au plus près, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de jeunes qui sortent des UP2A et bon, à chaque fois, dans tous les cas, nous, on les fait passer en test de positionnement à l'entrée au CFA pour savoir si on les oriente sur un 2 ans ou un 3. Et je sais très bien que l'UP2A, c'est compliqué, que dans tous les leur niveau de français augmente, mais pas à ce qu'on attend, en fait. Et puis, nous, on a les attentes de l'examen. De l'examen CAP. Ils arrivent, ils ont peu de connaissances, en fait. En fait, ils sont en décalage, en fait, avec le reste des apprentis. Et c'est le problème, en fait, de l'insertion professionnelle de ces jeunes. Quand les MNA, donc les mineurs non accompagnés, quand ils sont pris en charge par le département, ils nous disent, OK, c'est plus facile, on va les envoyer en apprentissage. Ils vont être sur le métier, ils vont travailler tout de suite, ils auront un titre de séjour. Nickel. Ouais, d'accord. Non. L'examen, il est fait pour des jeunes qui ont suivi un parcours d'école, de collège, éventuellement MFR, etc. Mais ils n'ont pas les prérequis, en fait. Ils n'ont pas les prérequis en maths, ils n'ont pas les prérequis en sciences, ils n'ont pas les prérequis en français, ils n'ont pas les prérequis en histoire. Alors, ça, c'est pour les MNA, mais alors c'est encore pire
pour les adultes, en fait. Mm. Les adultes qui sortent de France Orientale, d'asile, toutes les petites écoles de bénévoles pour associations pour les demandeurs d'asile, etc. C'est encore pire parce que, à part le petit cours sur l'histoire de France qui commence à la Révolution à l'OFI, la plupart du temps, euh, en fait, c'est très raccourci sur les valeurs de la République. Alors, le premier cours de CAP, c'est la France de la Révolution française à la Ve République, Ouais. valeurs de la République, machin, etc. Mais si on ne voit pas ce qu'il y a avant, s'ils savent pas de quoi on parle avant, de monarchie absolue, etc., bah, Oui, lui, ça n'a aucun sens. Ouais, Valérie, c'est la même difficulté pour les gamins qui sont au collège et au lycée, puisque on ne prend pas en compte le fait qu'avant d'arriver, forcément, ils n'ont pas eu les cours. Donc, on entend systématiquement, bah oui, mais il connaît rien. Bah ouais, forcément. non, c'est pas qu'il connaît rien, c'est qu'il peut pas et acquérir une langue en 2 ans et acquérir le programme scolaire Bien en sûr. 2 ans. Enfin, moi, je vois pas comment c'est possible. Donc, on est toujours, enfin, moi, je me retrouve toujours entre cette nécessité de leur apprendre quand même le français de tous les jours parce qu'ils vivent en France et qu'il y a plein de choses à connaître pour pouvoir communiquer avec les autres et des contraintes, je dirais, entre guillemets, plus académiques, parce que moi, tout ce qui est scolaire, je le pense du côté académique, déjà parce que c'est un vocabulaire qu'ils n'entendent pas en dehors de la classe. Puisque quand ils parlent avec leurs camarades, ils parlent pas du tout de la même façon. Et à un moment, tout n'est pas possible pour ces enfants. Ils peuvent pas tout acquérir. Marie, tu parles des mineurs isolés qui vivent dans des conditions dramatiques. Qui, en plus, au-delà de ça, on va pas épiloguer, mais c'est quand même des enfants qui ont souvent des souffrances, des troubles psychologiques importants, des histoires, des parcours de vie enfin, moi, je n'ose même pas imaginer. Je soupçonne, mais je vais jamais plus loin. Et on leur demande énormément. Ce qu'on ne demande pas forcément, souvent à un natif qui a parfois plus de difficultés scolaires, mais à qui on va pas forcément pointer les choses de la même façon. Et alors moi, je me rends compte que je fais énormément, alors j'aime pas le terme, mais de coaching pour qu'ils aient confiance en eux, qu'ils se rendent compte qu'ils savent des choses, qu'ils apprennent, qu'ils progressent, que oui, ils vont y arriver. Marie, je repense à ce que tu disais sur le fait qu'on met ces jeunes dans des parcours d'apprentissage, mais c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Bien sûr. Ils ont des projets, ils ont des envies. Moi, je me suis battue l'année dernière pour 2 élèves qu'on voulait mettre en parcours professionnel et qui avaient d'autres projets. Et j'ai été obligée de faire du coaching, leur dire non, tu n'es pas obligé d'accepter l'orientation qu'on te propose, c'est ton avenir, c'est toi, tu as encore des marges de progression. Si tu veux continuer en seconde générale ou si tu veux faire une première techno et pas un apprentissage, eh ben, en dernier recours, c'est toi qui choisis et tu fais ça. Et je trouve que c'est rajouter de la difficulté à de la difficulté. Je pense qu'ils ont, enfin, c'est déjà, alors moi, mes sacs sont lourds quand je viens en cours, mais eux, leur bagage, c'est pas mal aussi. Donc, si on peut éviter d'en remettre une couche, ça peut être pas mal. Moi, je suis fascinée. À chaque fois que je leur demande de se présenter, la dernière phrase est toujours « et je ne sais pas parler français ». C'est Vous avez une dimension psychologique qui est super importante parce qu'au-delà de ça, vous faites quand même un travail. Et j'y suis, et en général, à la fin des présentations, je dis alors soyons clairs, je ne parle pas votre langue et je vous ai compris, vous parlez français. Et je dis je ne veux plus jamais entendre cette phrase dans mon cours. Mais ils intègrent tellement, mais ce que disait Marie, ils intègrent tellement leurs difficultés qu'ils n'arrivent pas à voir tout ce qu'ils font, tous les progrès, et qui peuvent encore faire plus. Ouais. Parce qu'ils sont souvent toujours en échec. Il y a je te rejoins là-dessus, Valérie. En fait, ce que la plupart ne voient pas, et même des fois ma direction
je pense, ne s'en rend pas compte. J'ai beau leur dire, mais ils comprennent pas. En fait, on n'est pas seulement prof de foot. On n'est pas seulement le formateur qui va les amener vers une poursuite de formation, vers une insertion professionnelle, vers un examen. On est aussi la personne sur lesquelles ils doivent aussi se reposer en fait. Une personne. Moi, j'accompagne en fait sur l'ensemble de la formation, c'est-à-dire que même quand ils rentrent dans le CAP 2 ans ou en BP, ils peuvent toujours venir me chercher, dire moi j'y arrive pas, je comprends pas, j'ai un problème avec le formateur, je capte rien, ou les problèmes de racisme, les problèmes d'intégration, les remarques qui peuvent être portées sur la religion. Alors moi j'ai majoritairement des musulmans, j'ai que des musulmans d'ailleurs en fait, tous mes apprentis étrangers sont musulmans. Et à cela s'ajoute oui, le bagage derrière. Il suffit qu'un formateur évoque pour certaines choses. J'ai observé un cours comme ça quand je suis arrivée et j'ai vu l'apprenti se liquéfier. Et en fait, on lui a posé la question et ton parcours, quand tu es arrivé en France, tu as fait comment, tu as fait quoi, etc. On était sur les valeurs de la République, la question de la naturalisation, je ne sais trop quoi. J'ai vu le jeune se liquéfier sur place. Je me suis dit, c'était en première année au milieu de deux sections, dont une section avec qui il est jamais, enfin avec laquelle il n'est pas tout le temps, parce que c'est un autre métier. Lui, il est en plomberie. Et je me suis dit, la majeure partie ne connaissent pas, ils sont 30. Je suis allée voir la formatrice, je lui ai dit, tu peux pas faire ça, en fait. Je lui ai dit, tu te rends compte, en fait, tu l'as mis dans une situation délicate. Je lui ai dit, même moi, je connais pas son passé, en fait. Je sais pas ce qu'il a vécu. Je peux que le suggérer, parce que j'ai travaillé avec France Terre d'Asile. Je sais quel parcours ils ont pu traverser, sachant d'où il vient. Voilà, et je lui dis, tu peux pas faire ça. Une section, en fait. Je lui dis, tu rentres dans le traumatisme, tu rentres dans des souvenirs difficiles. Et moi, c'est un point d'honneur que je leur dis dès le départ, je ne vous poserai aucune question. Ce que vous avez vu. Ce que je veux juste savoir, c'est une fois que vous êtes arrivé en Europe, par quel pays vous êtes passé? Je veux savoir, vous avez eu des cours d'italien, des cours d'espagnol, combien de temps vous êtes resté là-bas? Est-ce que vous êtes passé par l'Allemagne? Et ça me permet d'avoir en fait un bagage linguistique. Voilà, tout ce qu'ils ont vécu au niveau linguistique. Et j'ai beaucoup d'Afghans qui ont des références en allemand, en fait, parce qu'ils étaient en Allemagne ou en Autriche. Certaines fois, je passe par l'allemand, par des notions de grammaire allemande, pour qu'ils comprennent mieux en français. Mais jamais je pose de questions sur leur passé. C'est eux qui viennent me voir, qui finalement, en fait, pour m'en parler. Et je leur dis, de toute façon, ça reste confidentiel. Tout ce que tu me dis, ça reste confidentiel. Mais voilà, si tu vois que ça pose problème avec un formateur, on fera le point avec le formateur. Et puis, on mettra le haut là sur les remarques, des choses comme ça. Alors, c'est arrivé par cette formatrice qui en fait, qui voulait pas mal faire. Elle avait pas pensé à ça. Mais qui a mal géré les questions. Alors, on arrive déjà à presque une demi-heure, donc du coup, je vais vous poser la question que je pose toujours à la salle des profs et ça m'intéresse beaucoup. Je pose toujours la question aux invités de savoir quel est leur meilleur et leur pire souvenir d'enseignement. Alors, est-ce que vous avez un pire et un meilleur souvenir? Alors, moi, pire, je sais pas s'il y a pire, mais ou un moins bon souvenir d'enseignement, même si c'est pas le pire, c'est un cours difficile, une situation difficile. Alors, c'était quand moi, j'étais en stage. En fait, j'ai fait mes stages de master en coopération de défense. J'enseignais à des militaires. J'étais en Mongolie. C'était mon premier stage de master 1. Et en Mongolie, bon, j'ai l'habitude du public asiatique, mais alors là, j'ai vite déchanté. En fait, il s'est trouvé que, en fait, il y a le nouvel an bouddhiste, en fait, qui est arrivé au cours du mois de février. Et donc,
En Mongolie, ils ont 3 semaines de vacances. Et il faut savoir que dans pour cette coopération en question, l'idée était éventuellement d'envoyer des officiers en stage en France. Donc, dans l'école, ça peut être dans les écoles militaires, école d'artillerie, école de génie, etc., à l'école de guerre à Paris ou dans d'autres formations en France. Et il s'est prouvé que en revenant des 3 semaines de vacances, moi j'avais 15 heures de cours par semaine avec eux, j'alternais avec l'autre prof enfin, mongol mais de français, euh, et pendant un mois, non, rien fait. J'avais des officiers, hein, j'avais quand même un commandant, j'avais un capitaine, enfin, des mecs qui avaient 40 ans, hein, 45 ans, et ils jouaient à 2048 en classe, ils parlaient entre eux, ils m'écoutaient pas, à un moment donné, j'ai poussé une gueulante. Et le problème, c'est qu'en plus, ils étaient débutants, donc c'était compliqué pour se comprendre. J'avais aucune notion de russe, aucune de mongol. J'ai appris à lire le cyrillique là-bas, mais j'en ai eu marre. En fait, j'ai fermé mon ordinateur et je suis partie. Et là, c'est le capitaine en fait qui est venu me chercher, qui s'est excusé, et je lui dis mais en fait, d'une, c'est pas à toi le capitaine de t'excuser. Et j'ai fait la remarque au commandant parce que moi, je viens d'un milieu militaire. Et je lui dis, mon commandant, c'est à vous de gérer vos troupes, en fait. Vous êtes le plus gradé dans cette classe. C'est à vous, même si c'est pas le même métier, même si ça vient pas du même corps armé, c'est à vous, en fait, de remettre de voir ce qu'on vous subalterne. J'avais quelques sous-offres. Je lui dis, c'est à vous de faire le truc. Je lui dis, vous vous rendez compte, c'est votre subalterne, le capitaine, qui remet de l'ordre dans la section. Je lui dis, c'est terrible. Et j'ai fait venir la prof mongole en cours et j'ai débité tout ce qui allait pas. Ça faisait un mois qu'il n'y avait rien. Je me rappelle, il y en a une qui m'a dit, mais je l'ai bien pourtant, elle m'a dit, oui, mais tu comprends, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos familles, etc. Enfin, c'est plein comme ça. Je la regardais, je lui dis, mais tu vis à la capitale, en fait, avec tes enfants. Tu fais la seule personne ici dans cette pièce, hein, dans l'ensemble des officiers, c'est le lieutenant là qui vit à 800 kilomètres de sa famille. Tu dis, j'ai dit, moi, j'habite à combien de kilomètres de chez moi? Je dis, ça fait 6 mois que j'ai pas vu ma famille. Est-ce que je me plains? Non. Donc, je lui dis, vous vous rendez compte, vous êtes des officiers de l'armée quand même. Je lui dis, ne serait-ce que quand vous vous êtes pointé à l'ambassade de France, vous êtes pointé avec 45 minutes de retard devant votre chef d'état-major et votre ministre de la Défense. Je lui dis, 45 minutes en retard à l'ambassade de France à une cérémonie interarmée. Je lui dis, les gars. Mais c'est la nature, c'est la culture. Ils sont souvent. D'accord. Voilà. C'était, ouais, ça m'a. L'un des moins bons souvenirs. Toi, Valérie, est-ce que tu as un mauvais souvenir? Alors, oui et non. Un moment un petit peu délicat pour rebondir sur ce que disait Marie tout à l'heure sur l'histoire, les parcours des jeunes. Je fais une activité qui s'appelle l'étoile du passé, le truc basique. Enfin, vraiment. Ouais. J'avais pas vu le coup venir. Je dois admettre que là, sur ce coup-là, j'avais pas été très, très sur mes gardes et un des jeunes met donc différentes dates, différents lieux, etc. Et il commence son histoire. Et c'est un jeune Syrien qui finit par raconter le jour où il a été victime collatérale d'une bombe qui est tombée au moment où il sortait de l'école. Alors, il y avait deux options. Ou j'arrêtais tout et il aurait pu ne pas comprendre parce que l'objectif, c'était de raconter un souvenir. Donc, il était complètement dans ce que je demandais, même si c'était pas le genre de souvenir auquel j'avais pensé. Alors là, je pense que mon réflexe de travailleur social a joué à plein. C'est-à-dire que j'ai fait celle pour qui c'était tout à fait naturel qu'on puisse raconter ce genre d'événement. Il n'y avait rien de grave, rien de dramatique. Je faisais oui, alors continue, oui, alors je reformulais quelques phrases. Enfin, vraiment, j'ai fait comme si tout était normal parce que il y avait les autres en face. Et je me suis dit, si à un moment j'arrête, ça va prendre une proportion trop difficile à gérer après.
Surtout que le jeune était très à l'aise avec ce qu'il racontait. On sentait qu'il avait mis beaucoup de distance et qu'il racontait ça comme un mauvais souvenir, mais ça faisait partie de sa vie et voilà, on n'était plus dans le traumatisme, on était plutôt dans quelque chose qu'il avait plutôt bien géré. J'avoue que je n'ai pas réutilisé les toiles du passé. Je me suis dit, bon, on va peut-être pas recommencer une deuxième fois. Voilà, c'est vraiment, alors c'est pas un mauvais souvenir en soi parce que ça s'est relativement bien déroulé, mais ça n'a fait que confirmer. Moi, je suis comme Marie, je ne demande jamais aucune information sur ce qui s'est passé avant, à part effectivement les pays, mais comme Marie pour savoir un petit peu ce qu'ils ont entendu comme langue et ce qu'ils peuvent plus ou moins maîtriser, mais jamais au-delà. Je ne veux pas savoir. Eux qui viennent Voilà. d'eux-mêmes. Tout à fait. Oui, et je pense que ce positionnement justement les amène à venir en parler de manière beaucoup plus naturelle et à un moment où ça leur convient eux, pas à un moment où nous on demande que ce soit. Oui, quand la relation de confiance, j'imagine. Tout à fait. Et ils nous disent ce qu'ils ont envie de nous dire. Voilà. Bon, ça va devoir être la conclusion de cette salle des profs. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé écouter votre expérience. Vraiment, merci d'avoir participé à cette salle des profs. C'était vraiment super. C'est toujours trop court et le temps passe toujours trop vite quand on fait la salle des profs. Mais vraiment, merci d'avoir partagé vos expériences, les filles. C'était vraiment super. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, on va se dire à très bientôt pour une prochaine salle des profs. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.